1000 mètres d'altitude. En outre, contrairement à la Terre, Mars ne possède pas de tectonique des plaques, d'où la taille colossale de ses volcans. Sur notre planète, la croûte se déplace par rapport aux points chauds situés dans le manteau qui éjectent de la lave en surface, ce qui forme une succession de petits volcans. Sur Mars, la lave s'accumule en un seul et même point, donnant naissance à des volcans gigantesques. Aujourd'hui, la planète rouge a perdu la quasi-totalité de son activité géologique interne. Seuls quelques glissements de terrain, geysers de CO2 au pôle, séismes et petites coulées de lave se produisent encore. De son côté, l'hémisphère sud de Mars est parsemé de cratères d'impact. Argyre Planitia et Eyas Planitia sont les deux plus remarquables. Le second d'environ 2200 km de diamètre et 9500 mètres de profondeur est la plus grande structure d'impact observable sur la planète. Contrairement aux cratères lunaires dont l'aspect ne change pas avec le temps, les cratères martiens sont soumis à une érosion d'origine atmosphérique qui altère leur forme, arrondit leurs bords et recouvre leurs intérieurs d'une épaisse couche de poussière. Ils restent cependant bien visibles. Par ailleurs, la surface de la planète rouge est dotée du plus grand canyon du système solaire. Les gorges du Valles Marineris atteignent 8000 mètres de profondeur et s'étendent d'ouest en est sur plus de 3000 km. Dans le voisinage de Valles Marineris, une multitude de petites vallées évoquent des lits de rivières asséchés, un indice qui oriente les scientifiques vers une histoire de Mars durant laquelle l'eau liquide coulait à flot. Enfin, la gravité de surface sur Mars est seulement de 38% de celle de la Terre. Le sismomètre de la mission InSight, qui est arrivé à destination le 26 novembre 2018, a permis d'approfondir certains points. Les séismes martiens sont plus faibles mais plus fréquents que ne le prévoyaient les modèles théoriques. En 13 mois, le sismographe a enregistré près de 460 événements, essentiellement des microséismes. En analysant les ondes sismiques d'une poignée de séismes, les plus intenses observées sur 2 années, les scientifiques ont pu affiner nos connaissances sur la structure interne de Mars. Les enregistrements sismiques ont permis de distinguer 3 couches dans le sous-sol. Le duricrust, une couche indurée de quelques centimètres, le régolithe, une strate superficielle formée de matériaux concassés par les impacts pendant des milliards d'années, d'une dizaine de kilomètres d'épaisseur. En dessous se trouve une croûte profonde, consolidée, où la diffusion et l'atténuation des ondes semblent semblables à celles des massifs cristallins terrestres. Le magnétomètre a détecté un champ magnétique 10 fois supérieur à ce qui était prévu, les roches voisines du lieu d'atterrissage étant trop jeunes pour avoir été aimantées par l'ancien champ global de Mars. Le champ mesuré doit provenir de roches plus profondes. InSight a également détecté des impulsions magnétiques en milieu de nuit dont l'origine est encore inconnue. L'atmosphère martienne se compose de 96% de dioxyde de carbone, de 2% d'argon et d'1,9% d'azote. Les images prises depuis la surface de la planète montrent que le ciel apparaît orange, ce qui est vraisemblablement dû à de fines particules de poussière d'oxyde de fer, la même qu'au sol en suspension. Très ténue, l'atmosphère de Mars se caractérise par une pression inférieure à 1% de la valeur terrestre. Et Perseverance dans tout ça? Eh bien, 8 mois après l'atterrissage sur la planète rouge, le rover Perseverance a livré ses premiers résultats. Comme le pressentaient les scientifiques, le cratère de J0 dans lequel a atterri le robot est bien un lac asséché depuis environ 3,6 milliards d'années. D'après la toute première étude, menée à partir des données recueillies par la Supercam française de Perseverance, le lac s'étendait sur un diamètre d'environ 35 km et sur plusieurs mètres de profondeur. Enfin, la planète rouge ne possède pas d'anneaux, mais 2 petits satellites naturels, Phobos et Deimos. Le premier est de forme irrégulière, c'est le plus proche de sa planète, orbitant environ 9000 km de Mars.
Il tombe vers Mars de 18 cm chaque année à cause de l'attraction gravitationnelle de la planète. À ce rythme, dans 11 millions d'années, Phobos sera si proche de la surface martienne que la gravitation le fera se désagréger à environ 4000 km d'altitude. Deimos, pour sa part, est plus petit et plus éloigné, orbitant à environ 23 000 km d'altitude. Comme son homologue, il est de forme irrégulière et parsemé de cratères. D'après les dernières publications scientifiques, ces deux lunes, nommées d'après les jumeaux des dieux Mars et Vénus dans la mythologie romaine, seraient le résidu d'un impact entre la planète rouge et un astéroïde. Les débris de cette collision auraient formé un anneau dans lequel se seraient accrétés une douzaine de satellites. Seuls les deux plus éloignés auraient survécu, Phobos et Deimos. Entre les orbites de Mars et de Jupiter se trouve la principale ceinture d'astéroïdes du système solaire. Dans cette région, on estime qu'il y a plus de 150 millions d'objets. La plus grande d'entre elles est la planète naine Cérès. Dawn est une sonde spatiale de la NASA, dont la mission consiste à étudier Vesta et Cérès, les deux principaux corps de la ceinture d'astéroïdes. Lancée en 2007, Dawn a entamé ses observations en 2011 en se plaçant en orbite autour de Vesta, puis de Cérès, et les a achevées en 2018. Mais qu'est-ce que la sonde a vu sur Cérès ? Les images fournies par la caméra de Dawn montrent de nombreux cratères éparpillés sur une surface globalement homogène avec des taches lumineuses. Celles-ci sont des dépôts de carbonate et autres sels. La surface s'est révélée relativement complexe avec une superposition de terrains jeunes et anciens. De nombreux indices, tels que la quantité d'hydrogène mesurée, l'identification directe et la trace d'écoulement, démontrent que les glaces sont abondantes aux latitudes élevées. Mais la présence de cratères de grande taille jusqu'à 300 km de diamètre plaide pour une croûte plus solide que de la glace. Les mesures du champ gravitationnel et l'étude des formations en surface indiquent que la densité interne de Cérès augmente lorsqu'on se rapproche du centre de la planète naine. Ceci indique que Cérès est une planète différenciée avec un cœur dense composé essentiellement de roches et un manteau riche en eau. Cette caractéristique distingue Cérès des autres astéroïdes. De l'ammoniac a été détecté à la surface de Cérès. Cette découverte suggère que les matériaux composant Cérès se sont formés dans la partie externe du système solaire et confirme l'hypothèse que celui-ci a subi un ou plusieurs changements importants avant d'adopter sa configuration actuelle. Le spectromètre infrarouge de Dawn a permis d'identifier l'origine des taches claires visibles dans la région du cratère Okator. Elles sont constituées par une accumulation de carbonate. La quantité de ce minéral présent sur le site dépasse tout ce qui a pu être trouvé dans des formations similaires sur Terre. Okator est un cratère récent à l'échelle géologique avec un âge estimé à 80 millions d'années. La présence de carbonate sur Terre signale l'existence de phénomènes hydrothermaux, ce qui implique la présence d'eau chaude. Le carbonate de Cérès suggère que l'intérieur de l'astéroïde est beaucoup plus chaud que ce qui était estimé par les scientifiques. Ceux-ci sont désormais certains que de l'eau à l'état liquide était présente sous la surface dans un passé récent à l'échelle géologique. Les sels visibles constituent les reliques d'un océan ou de poches d'eau ayant atteint la surface. Le spectromètre infrarouge de Dawn indique également la présence de sels contenant de l'ammoniac dans le cratère d'Okator. Des argiles contenant de l'ammoniac ont déjà été détectées à d'autres endroits de la surface de Cérès. Cette découverte, avec celle des carbonates, conforte la thèse selon laquelle Cérès se serait formé dans la partie externe du système solaire, vers l'orbite de Neptune, et que son orbite s'est ensuite déplacée vers la partie interne du système solaire. Toutefois, l'étude de la surface de Cérès semble contredire cette hypothèse. En effet, les cratères ayant plus de 2 km de profondeur et qui ont été formés par un impact ayant eu lieu il y a plusieurs milliards d'années ne présentent pas de signes de déformation.
Si la surface était composée uniquement de glace, ce genre de relief aurait dû s'estomper au fil des périodes de réchauffement et de refroidissement. D'après l'étude réalisée, la couche externe de la surface ne contiendrait pas plus de 30 à 40% de glace, le reste étant constitué de roches et de minéraux. Cette constitution de roches de la surface est commune parmi l'écorce étant formée près du Soleil et vient donc contredire les conclusions tirées à partir de la présence des minéraux. Les instruments de Down ont réalisé, au cours du séjour d'un an en orbite autour de Vesta, environ 31 000 photos de sa surface. Ces données ont permis de déterminer que Vesta était très différente des autres astéroïdes. Sa géologie est complexe. Il s'agit d'un corps différencié qui possède un noyau dense de nickel et de fer dont le diamètre serait composé entre 214 et 226 km. À savoir que le diamètre de Vesta est de 530 km, avec au-dessus un manteau et une croûte. Vesta présente des caractéristiques très proches de celles d'une planète. Cette affiliation est confortée par la découverte de météorites terrestres en provenance de Vesta, présentant des indices prouvant qu'un champ magnétique important présent a existé il y a 3,6 milliards d'années. Il y a donc eu à cette époque un noyau métallique liquide capable de le générer. Il pourrait subsister des traces de ce champ magnétique encore aujourd'hui. Les deux hémisphères présentent un aspect très différent. L'hémisphère nord de Vesta est criblé de cratères d'impact, qui permettent de retracer un séjour agité de 4,5 milliards d'années dans la ceinture d'astéroïdes. L'hémisphère sud a été complètement refaçonné par un énorme impact qui s'est produit il y a moins de 2 milliards d'années et par une seconde collision encore plus importante qui s'est produite il y a environ 1 milliard d'années. Ces deux événements ont creusé les bassins de Venenenia, de 400 km de diamètre, et de Rhea Silvia, de 500 km de diamètre. Au centre du plus grand de ces bassins se dresse un pic 2 fois plus haut que l'Everest. L'impact a été si important qu'il a failli faire éclater Vesta et qu'il a laissé un réseau étendu d'énormes dépressions près de l'équateur, longues de plusieurs centaines de kilomètres et larges de 15 km. Ces impacts ont entraîné l'expulsion d'une grande quantité de roches dans l'espace, dont certaines sont depuis retombées sur Terre. Vesta présente la particularité d'être un objet particulièrement brillant, le seul astéroïde de la ceinture visible à l'œil nu par un observateur situé sur Terre. Cela est dû, selon les observations effectuées par Down, à la présence de zones de taille variable d'une centaine de mètres à 16 km de diamètre qui sont 2 fois plus brillants que le reste de la surface de Vesta et qui se trouvent essentiellement dans ou à proximité des cratères d'impact. Ces terrains sont constitués du matériau originel de l'astéroïde remontant à 4 milliards d'années, mis à nu par le choc de l'impact des astéroïdes qui se sont écrasés sur le sol de Vesta. À côté de ces surfaces claires, on retrouve des zones sombres qui pourraient correspondre à des restes d'astéroïdes qui se seraient écrasés à basse vitesse sur la surface ou à des portions de la croûte basaltique qui auraient fondu à la suite d'impacts plus violents. Les instruments de la sonde spatiale ont permis de déterminer la composition des roches en surface, constituées essentiellement de minéraux riches en fer et en magnésium. Les glissements de terrain, les cratères d'impact, ainsi que des mesures très fines des variations de gravité, ont permis d'identifier la composition des strates superficielles. Une carte des températures de surface a pu être établie. Elle montre que celle-ci peut varier de moins 23 degrés dans les endroits bénéficiant de la meilleure exposition au soleil à moins 100 degrés dans les zones situées à l'ombre. Bien que les astéroïdes soient composés pour moitié de glace, celle-ci n'est pas visible à la surface d'après les observations effectuées. En effet, l'axe de l'astéroïde est fortement incliné, 27 degrés, soit un angle supérieur à celui de la Terre qui a 24 degrés. Ce qui a pour conséquence que tous les points de la surface, y compris les flancs des cratères, sont exposés au soleil à un moment ou à un autre de l'année. Jupiter impressionne par ses dimensions et les tempêtes qui ne cessent de faire rage à sa surface. La géante gazeuse est observée par les astronomes depuis l'Antiquité, pourtant beaucoup d'inconnus subsistent quant à sa nature et à celle de ses lunes.
Des mystères que la mission américaine Juno commence à élucider, bientôt complétée par JUICE, l'européenne. Jupiter est une planète géante gazeuse, majoritairement composée de gaz à 95%, notamment d'hélium et d'hydrogène, qui sont des gaz légers. Elle est pourtant plus massive que toutes les planètes du système solaire réunies. Son volume, lui, équivaut à 1321 fois celui de la Terre. Du nom du dieu des dieux romains Jupiter, Zeus dans la mythologie grecque, elle est la 5e, plus éloignée du Soleil. Bien que Jupiter soit connu depuis l'Antiquité, beaucoup d'incertitudes planent toujours sur sa structure et sa composition. Au vu des connaissances actuelles, l'astre serait constitué d'une fine atmosphère gazeuse de 1000 km d'épaisseur, riche en hydrogène moléculaire à 86% et en molécules d'hélium à 13%. On y trouve de denses nuages aux teintes marron, rouge et blanche, dus à la présence d'ammoniac. Puis, la température et la pression augmentant avec la profondeur, l'hydrogène se condenserait progressivement sous la forme d'un brouillard de plus en plus épais, se transformant finalement en une mer d'hydrogène moléculaire liquide, pauvre en hélium, localisée entre la partie basse de l'atmosphère gazeuse à environ 10 000 km de profondeur. Entre 10 000 km et 60 000 km, où la température dépasse les 20 000 degrés et la pression atteint les 40 millions d'atmosphères terrestres, on trouverait ensuite de l'hydrogène métallique liquide, un peu comme du mercure. En effet, la très forte pression casse les molécules d'hydrogène, leur faisant perdre un ou plusieurs électrons et les transformant ainsi en espèces chimiques chargées, des ions. C'est cette couche qui serait à l'origine du champ magnétique de Jupiter, le plus puissant des 8 planètes du système solaire. Enfin, au centre de la planète, les recherches en cours pointent vers l'existence d'un noyau solide constitué de roches ou de glace de masse équivalente à environ 3 fois celle de la Terre. Jupiter est un monde complexe et turbulent. Les données recueillies par les instruments de la sonde spatiale Juno remettent en cause de nombreuses hypothèses scientifiques sur les processus à l'œuvre. Juno a identifié une nouvelle ceinture de radiation située au niveau de l'équateur, immédiatement au-dessus de l'atmosphère, signalée par une tache bleutée. Les images fournies par la caméra de Juno montrent que les régions des deux pôles sont occupées par des tempêtes de la taille de la Terre, très proches les unes des autres. Les scientifiques s'interrogent sur leur mode de formation et sur leur dynamique. S'agit-il de phénomènes permanents, dont la configuration évolue dans le temps? Est-ce que ces tempêtes se déplacent? Les données collectées sur les aurores polaires démontrent que les processus à l'œuvre sont différents de ceux de la Terre. Les électrons accélérés au pôle ont des énergies atteignant 10 à 30 fois ceux de la Terre. Mais à la surprise des scientifiques, malgré ce potentiel électrique énorme, les aurores polaires ne sont pas permanentes et la source des aurores polaires les plus intenses n'est pas liée à cette caractéristique. La caméra de Juno a pris des photos très détaillées de la surface de Jupiter, en particulier un des éléments les plus emblématiques de Jupiter, qui est la grande tache rouge. D'après les données des radiomètres, la grande tache rouge se prolonge au moins jusqu'à une profondeur de 300 km et elle est plus chaude à sa base qu'à sa surface. Elle correspond en réalité à une tempête géante comparable à un ouragan. Juno a survolé cet œil de Jupiter à environ 9000 km d'altitude, autrement dit de très près. Elle a déterminé que le cyclone mesurait environ 16 000 km, soit 1,3 fois le diamètre de la Terre. Toutefois, l'information principale pour laquelle les scientifiques n'avaient encore aucune estimation concerne la profondeur de la tempête. Ainsi, l'œil de Jupiter serait de 50 à 100 fois plus profond que les océans terrestres et plus chaud à sa base qu'au sommet. Ces vents, qui peuvent atteindre les 700 km/h, sont dus à cette différence de température. Le radiomètre embarqué indique que les couches profondes de l'atmosphère de Jupiter, 50 à 100 km en dessous du sommet des nuages, sont agitées, contrairement au consensus général des scientifiques tablant sur l'absence d'énergie à cette profondeur.
Par ailleurs, en s'appuyant sur les mesures du champ de gravité, le radiomètre ne permet pas de sonder au-delà de quelques centaines de kilomètres. L'équipe scientifique de Juno a découvert que les vents et le découpage en bandes horizontales visibles en surface s'étendaient jusqu'à une profondeur de 3000 km, fixant ainsi une limite inférieure de l'atmosphère à une profondeur bien plus importante que prévu. Contrairement aux hypothèses, cette atmosphère n'est pas constituée de couches emboîtées caractérisées par des vitesses de rotation différenciées. En deçà de cette atmosphère, les couches inférieures, qu'elles soient liquides ou solides, ont un mouvement de rotation unique et se comportent comme si elles formaient une seule entité. Compte tenu des résultats obtenus en mesurant le champ de gravité, il se pourrait que le noyau rocheux et métallique de la taille d'une Terre, voire d'une super-Terre, existant au moment de la formation de Jupiter, se soit dissous et mélangé avec le manteau constitué d'hydrogène métallique liquide. L'intensité du champ magnétique de Jupiter, qui a pu être mesurée avec précision, atteint les 7,7 Gauss, une valeur supérieure à ce qui était prévu. L'instrument utilisé a pu démontrer qu'il était irrégulier, ce qui semble indiquer que la dynamo qui génère le magnétisme est plus proche de la surface de la planète que prévu et serait située au-dessus de la couche d'hydrogène métallique. Avec un lancement prévu en juin 2022, la mission de l'ESA, JUICE, rejoindra Juno dans l'environnement jovien en 2029. Elle observera Jupiter et surtout ses 3 plus grands satellites qui sont Europe, Ganymède et Callisto, qui renfermeraient chacun un océan sous une croûte solide. Dans le système de Jupiter, il y a 79 lunes confirmées de différentes tailles, formes et compositions. En l'honneur de l'homonyme de Jupiter, elles sont parfois appelées collectivement les Joviennes. Parmi celles-ci, les 4 plus grandes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, sont connues sous le nom de Galiléennes. Ces 4 lunes sont parmi les plus grandes du système solaire, Ganymède étant la plus grande de toutes, encore plus grande que la planète Mercure. En plus, 3 de ces lunes, Europe, Ganymède et Callisto, sont toutes censées ou connues pour avoir des océans intérieurs près de leurs limites noyaux-manteaux. La présence d'océans d'eau chaude est considérée comme une indication de la vie potentielle sur ces lunes. Lancée le 18 octobre 1989, la sonde Galileo atteignait 6 ans plus tard Jupiter et ses lunes, pour les étudier jusqu'en 2003. Des déboires et des premières ont rythmé une des plus exceptionnelles missions d'exploration planétaire. Galileo collecte de nombreuses informations scientifiques malgré l'indisponibilité de sa grande antenne qui n'a pas pu être déployée, limitant fortement le volume de données transmis. Io. Avec un rayon de 1820 km et une distance moyenne de 420 000 km de Jupiter, Io est complètement enveloppé par le puissant champ magnétique de Jupiter. La Lune a la période orbitale la plus courte de toutes les Galiléennes, prenant environ 43 heures pour accomplir une seule orbite autour de la géante gazeuse. Io a la densité la plus élevée de toutes les lunes du système solaire et est nettement plus dense que les autres lunes galiléennes. Composée principalement de roches silicatées et de fer, sa composition en vrac est plus proche des planètes terrestres que des autres satellites du système solaire externe qui sont principalement composés d'un mélange de glace d'eau et de silicate. Contrairement à ses cousins joviens, Io n'a pas d'océan d'eau chaude sous sa surface. En fait, sur la base des mesures magnétiques et l'observation de flux de chaleur, on pense qu'un océan de magma existe à environ 50 km sous la surface. Cette chaleur est également responsable de l'activité volcanique d'Io et de son flux de chaleur observé. Galileo a survolé à cette reprise le satellite de Jupiter, mais les premiers et derniers survols ont produit peu de données scientifiques. Les observations effectuées ont permis d'identifier plus de 100 volcans actifs à la surface de cette lune, parmi lesquels Loki, le plus puissant des volcans du système solaire. Ceux-ci produisent de la lave avec un débit énorme, faisant de cette lune, selon les spécialistes, une parfaite représentation de l'enfer. Il faut remonter à 2 milliards d'années dans l'histoire de la Terre pour trouver des phénomènes d'une telle violence.
La caméra de la sonde spatiale a pu effectuer des gros plans d'une éruption de lave montant à plus de 1,5 km au-dessus de la surface de la Lune. La surface est constamment recouverte de plaines lisses, parsemée de hautes montagnes, de fosses de formes et de tailles diverses et de coulées de lave volcaniques. Son aspect coloré est également révélateur d'une activité volcanique qui a recouvert la surface de composés sulfuriques et silicatés et conduit au renouvellement de la surface. Io a la plus petite quantité d'eau de tous les corps connus du système solaire, ce qui est probablement dû au fait que Jupiter est suffisamment chaud au début de l'évolution du système solaire pour chasser les matières volatiles comme l'eau de sa surface. Les phénomènes géologiques sont essentiellement provoqués par la force des marées générée par Jupiter qui fluctue selon la position de Io sur son orbite, car cette dernière n'est pas circulaire. Ces forces déforment la planète comme une balle en caoutchouc. La friction interne des roches qui en résulte crée d'énormes quantités de chaleur interne qui représentent un flux thermique 2 fois plus puissant que celui à l'origine du volcanisme terrestre. Des montagnes culminant à 16 km d'altitude ont été découvertes par la sonde spatiale. Elles ne semblent pas d'origine volcanique. D'autres photos indiquent que ces sommets disparaissent progressivement à la suite d'énormes glissements de terrain provoqués par leur masse. La découverte par Galiléo d'un trou dans le champ magnétique de Io, créé par Jupiter, permet de déduire que celle-ci possède un noyau métallique composé de fer et de sulfure de fer d'un diamètre de 900 km, soit 50% de son diamètre total. En effectuant son premier survol de Io à l'arrivée dans le système jovien, les instruments de la sonde spatiale ont constaté la présence de l'ionosphère à une altitude de 900 km, alors que, selon les données collectées par les sondes spatiales précédentes, celle-ci aurait dû culminer de 50 à 100 km. Ces différences reflètent la grande variabilité de cette région de l'espace autour de Io. Europe. Si Io pouvait être caractérisé comme un endroit infernal crachant de la lave, alors Europe serait calme, glaciale et aqueuse en comparaison. Avec un rayon moyen de 1560 km et une masse de 4 puissance 22 kg, Europe est également légèrement plus petite que la Lune de la Terre. Son orbite est presque circulaire et se situe à une distance moyenne de 670 000 km de Jupiter. La Lune met 3,5 jours terrestres pour accomplir une seule orbite autour de Jupiter. Galiléo a effectué 9 survols à faible distance du satellite de Jupiter Europe. Deux de ces survols ont fourni peu de données à la suite d'une bascule de la sonde spatiale en mode survie à un moment critique. Et le dernier survol s'est fait dans un contexte de budget réduit qui n'a permis que des observations limitées. Contrairement à Ganymède et Callisto, Europe comporte peu de cratères à sa surface, ce qui indique qu'un processus géologique les a fait disparaître. D'après des estimations effectuées à partir des observations d'autres lunes de Jupiter, il ne se produit en moyenne un impact créant un cratère de 20 km de diamètre chaque million d'années. Or, les observations effectuées par la sonde spatiale n'ont permis de découvrir qu'une dizaine de cratères de cette dimension. La surface d'Europe aurait donc, selon la majorité des scientifiques, moins de 10 millions d'années d'existence, ce qui est plus jeune que tout ce qui a pu être observé sur notre planète à l'exception de la Terre. Les images prises par Galiléo confirment cette théorie. Elles montrent des blocs de croûte ressemblant à des icebergs flottants sur un Les images prises par Galiléo confirment cette théorie. Elles montrent des blocs de croûte ressemblant à des icebergs flottant sur un océan invisible. Ces blocs sont inclinés ou semblent avoir pivoté sur place, comme si la pression les avait libérés puis fait tourner. La surface est également marquée par de longues arêtes et fractures, entourées de bandes de roches et de glace de couleur sombre. Le processus à l'œuvre résulte sans doute des forces de marée générées par Jupiter et les autres lunes qui soulèvent la surface de plusieurs dizaines de mètres chaque jour en brisant la croûte de glace et provoquant des éruptions volcaniques de glace et de geysers qui dispersent à la surface des matériaux issus des couches profondes. Europe est nettement plus dense que les autres lunes galiléennes, à l'exception de Io,
ce qui indique que son intérieur se différencie entre un intérieur rocheux composé de roches silicatées et un possible noyau de fer. Au-dessus de cet intérieur rocheux se trouve une couche de glace d'eau dont l'épaisseur est estimée à environ 100 km. De nombreuses données convergent pour indiquer la présence d'un océan sous la couche de glace recouvrant Europe. La jeunesse de la surface, la présence dans certaines régions de blocs de glace à l'apparence d'iceberg peut s'expliquer que si la couche de glace de surface est chauffée par un dessous, soit par de la glace chaude, soit par de l'eau à l'état liquide. L'instrument infrarouge de la sonde a trouvé des concentrations de sel, de sulfate et de carbonate dans les régions les plus jeunes. De tels dépôts pourraient être expliqués par la présence d'un océan salé situé sous la croûte de glace. Si les eaux de cet océan sont carbonées, suffisamment de pression peut être générée pour expulser les débris observés à la surface d'Europe. Par ailleurs, une expérience en laboratoire reconstituant les conditions régnant sur Europe a permis de vérifier que le spectre électromagnétique des sels est conforme à cette théorie. L'argument le plus fort en faveur de la présence d'un océan souterrain concerne les caractéristiques du champ magnétique de la planète. Le magnétomètre de la sonde spatiale a détecté un champ magnétique local qui semble induit par celui de Jupiter et non créé par la Lune. Ce champ serait créé par des courants électriques circulant dans l'océan souterrain salé et donc conducteur. La mesure du champ de gravité indique la présence de couches superficielles de faible densité constituées d'eau à l'état liquide ou sous forme de glace. La présence d'eau liquide dans une région aussi froide résulterait de l'énergie thermique générée par les forces de marée s'exerçant sur la Lune. La théorie d'un océan souterrain a donné naissance à de nombreuses spéculations sur la présence d'organismes vivants sur Europe. Les observations de Galiléo sur le champ magnétique de Jupiter ont montré qu'il exerce, sur les ions présents dans l'océan d'Europe, une influence assez importante pour provoquer un courant océanique. Celui-ci aurait une vitesse de quelques centimètres par seconde et un sens contraire à celui de la rotation d'Europe. Ce phénomène pourrait être responsable des failles observées à la surface du satellite. Compte tenu de la combinaison de ces facteurs, il est considéré comme une forte probabilité que la vie organique existe également dans cet océan. Ganymède. La lune Ganymède est la troisième lune la plus éloignée de Jupiter et orbite à une distance moyenne d'1 million de kilomètres. À cette distance, il faut 7 jours et 3 heures pour effectuer un seul tour. Comme la plupart des lunes connues, Ganymède est verrouillée par la marée avec un côté toujours tourné vers la planète. Avec un rayon moyen de 2634 km, équivalent à 0,4 Terre, Ganymède est la plus grande lune du système solaire, encore plus grande que la planète Mercure. Cependant, avec une masse de 10 puissance 23 kg, elle est 2 fois moins massive, ce qui est dû à sa composition qui se compose de glace d'eau et de roches silicatées. Galiléo a survolé à 6 reprises, à basse altitude entre 260 et 3100 km, le satellite de Jupiter Ganymède en recueillant à chaque fois de nombreuses données. Les données sur le champ magnétique entourant Jupiter permettent de supposer que Ganymède, le plus gros satellite de Jupiter, possède un champ magnétique créé par une dynamo interne similaire à celui de la Terre, c'est-à-dire un noyau métallique. Selon sa nature, c'est-à-dire du fer pur ou du sulfure de fer, celui-ci pourrait se trouver à 400 ou 1300 km de la surface et représenter jusqu'à un tiers de la masse de la Lune. C'est la première fois qu'on découvre un champ magnétique sur un satellite naturel. La surface de Ganymède est constituée par 2 types de terrains. Le sol est à 40% de couleur sombre et couvert de cratères. Ces terrains remonteraient à la formation de la Lune. Le reste de la surface est composé de sols de couleur claire et aux formes plus douces, baptisées sulcus, qui se seraient formés plus récemment à la suite de l'émergence d'eau souterraine. Des arêtes culminant parfois jusqu'à 700 mètres et longues de plusieurs milliers de kilomètres sillonnent ce type de terrain. Ces terrains plus jeunes pourraient avoir été formés à une époque où l'orbite de la Lune était plus elliptique, entraînant des variations des forces de marée susceptibles de fracturer la couche de glace et de générer des éruptions d'eau souterraine.
Les cratères de Ganymède, d'un diamètre compris entre 50 et 400 km, sont presque plats, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que la glace dans laquelle ils ont été creusés constitue un matériau plus tendre que la roche dans laquelle se sont formés par exemple les cratères lunaires. En plus du champ magnétique qui lui est propre, Ganymède a un champ magnétique induit par celui de Jupiter. Celui-ci serait, selon un des responsables scientifiques de la mission, généré par des matériaux plus conducteurs que la glace. La présence d'un océan salé ayant la profondeur des océans terrestres et situé à 200 km sous la couche de glace de la surface pourrait être à l'origine de ce champ magnétique. Callisto. Callisto est la plus éloignée des Galiléennes, en orbite autour de Jupiter à une distance moyenne d'1,8 million de kilomètres. Avec un rayon moyen de 2400 km, soit 0,3 Terre, et une masse représentant 1% de celle de la Terre, Callisto est la deuxième plus grande lune de Jupiter. Elle est de taille comparable à Mercure en raison de sa composition mixte. Il a moins d'un tiers de la masse de Mercure. Galileo a survolé à 9 reprises le satellite de Jupiter Callisto. Les données collectées indiquent que la Lune est constituée d'un mélange de roches riches en fer et sulfate de fer à 60% et de glace à 40% et que, contrairement à Ganymède, elle ne comporte pas de noyau central identifiable en tant que tel. En effet, située à plus grande distance de Jupiter que les autres lunes galiléennes, Callisto n'a pas subi avec autant d'intensité l'échauffement découlant des forces de marée de la planète géante. Le processus de différenciation, qui devrait aboutir à une structure en couche de densité plus importante avec la profondeur et un noyau métallique, est inachevé. Tout comme Europe et Ganymède, l'existence possible d'un océan souterrain sur Callisto a conduit de nombreux scientifiques à spéculer sur la possibilité de la vie. Cela est particulièrement probable si l'océan intérieur est composé d'eau salée, car des halophiles qui prospèrent dans des concentrations élevées de sel pourraient y vivre. Mais les conditions environnementales nécessaires à l'apparition de la vie, qui incluent la présence d'une chaleur suffisante due à la flexion des marées, sont plus probables sur Europe et Ganymède. La principale différence est le manque de contact entre le matériau rocheux et l'océan intérieur de Callisto. Alors que Callisto possède la chimie prébiotique nécessaire pour héberger la vie, il lui manque simplement l'énergie. Les 4 lunes internes de Jupiter, Métis, Amalthée, Thébé et Adrastée, circulent entre les 4 lunes galiléennes et Jupiter. Ces satellites de petite taille, le plus grand est long de 270 km, ont pu être observés de relativement près lorsque la mission Galileo a été prolongée. Des photos relativement détaillées ont été réalisées par la sonde spatiale. Galileo a aussi photographié la collision de la comète Shoemaker-Levy 9 avec la planète Jupiter. Aujourd'hui encore, l'étude de Jupiter et de ses lunes reste un objectif prioritaire. En février 2007, la sonde New Horizon, en route pour Pluton, effectue un survol de Jupiter et ses lunes. Ces caméras plus performantes que celles de Galileo permettent de prendre de meilleures images de la planète et de ses lunes. La sonde spatiale Juno, lancée en 2011, se place sur une orbite polaire autour de Jupiter en 2016 pour étudier la composition de l'atmosphère et les caractéristiques de la magnétosphère de Jupiter. JUICE, la sonde spatiale de l'Agence spatiale européenne, doit être lancée en 2022 et étudier Ganymède après s'être placée en orbite autour de cette lune en 2030. Le long séjour de Cassini près de Saturne a permis d'étudier la structure très singulière de l'atmosphère de la géante gazeuse au pôle Nord, découvert en 1981 par la sonde spatiale Voyager 2. Le système nuageux présente une forme hexagonale, stable dans le temps, dont chaque côté mesure 13 800 km et qui effectue un tour complet en 10 heures et 39 minutes. Au centre de cette formation se trouve l'œil central d'un ouragan de 2000 km de diamètre, qui entraîne les nuages dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à une vitesse supérieure à 500 km par seconde. Saturne possède aussi d'autres vortex, situés à l'intérieur de l'hexagone plus petit. Le mécanisme précis à l'origine de cette formation reste encore aujourd'hui inconnu. L'année sur Saturne dure un peu plus de 29 ans terrestres et est divisée en saisons,
car l'axe de la planète est incliné comme celui de la Terre. Une tempête saisonnière tous les 29 ans, liée au réchauffement de la surface, a été observée à plusieurs reprises avant l'arrivée de Cassini. Baptisée Grande Tache Blanche à cause de ses caractéristiques visibles, elle commence par une série de taches blanches qui s'étendent progressivement en longitude jusqu'à faire le tour de la planète. Elle se situe systématiquement dans l'hémisphère nord, sans qu'on puisse expliquer pourquoi. La tempête a pu être étudiée en détail lors de son apparition en décembre 2010, soit 10 ans avant la date prévue. La sonde spatiale a permis de déterminer que la tempête fait remonter de la vapeur d'eau et d'autres matériaux situés jusqu'à une profondeur de 160 km. Les instruments de la sonde spatiale ont observé pour la première fois, notamment au sein de cette tempête, des éclairs à la fois sur la face éclairée et sur la face sombre de la planète. La détermination de la période de rotation sidérale d'une planète, c'est-à-dire la durée mise par un astre comme une planète pour tourner sur lui-même, est essentielle pour étudier tous les phénomènes physiques associés notamment pour établir le système de longitude d'une planète. Dans le cas des planètes telluriques, il suffit d'observer le sol pour obtenir cette période de rotation. Dans le cas des planètes gazeuses, il n'y a pas de sol et le cœur est enfui très profondément sous l'atmosphère de la planète. La seule période observable qui est liée à la rotation du cœur de ces planètes est celle de leur champ magnétique. On étudie donc les modulations induites par la rotation du champ magnétique de la planète pour connaître sa période de rotation sidérale. La période de rotation de Saturne est d'abord déterminée grâce aux données de la sonde Voyager. La période sidérale de Saturne est de 10h39. En 2000, des scientifiques utilisant les données radio de la sonde Ulysse ont observé que la période de modulation des émissions radio de Saturne a changé depuis les mesures de Voyager. Les nouvelles mesures donnent une période 1% plus longue que celle mesurée par Voyager. Les mesures radio obtenues avec Cassini confirment la variation de la période. Des observations effectuées entre 2004 et 2005 autour de Saturne semblent montrer que la période radio varie lentement, à l'échelle de l'année, de quelques pourcents. Comme la vitesse de rotation sidérale du cœur de Saturne ne peut pas varier, c'est l'interprétation des modulations des émissions radio qu'il faut sans doute revoir. Elles sont majoritairement émises sur le côté jour de la magnétosphère de Saturne et sont donc fortement corrélées avec la pression du vent solaire. Actuellement, il y a différentes interprétations. La première, c'est un effet saisonnier. La hauteur du Soleil sur le plan des anneaux change la quantité d'électrons libres sur les lignes de champ magnétique et donc change les conditions d'émission des ondes radio. La deuxième, c'est peut-être un effet du cycle solaire. Les propriétés du milieu interplanétaire et du vent solaire varient fortement avec l'activité du Soleil. Il a été montré que les émissions radio aurorales de Saturne sont très fortement corrélées avec les fluctuations des paramètres du vent solaire. Le problème est particulièrement épineux car si la période de rotation de Saturne est effectivement 1% plus lente que la période mesurée par Voyager, tout le système atmosphérique de Saturne est alors en super-rotation, c'est-à-dire qu'il tournerait plus vite que le cœur de la planète, ce qui est difficilement explicable. Avant la conclusion de la mission de Cassini, deux scénarios sont évoqués en ce qui concerne l'origine des anneaux. Selon le premier scénario, les anneaux seraient le résultat d'un événement cataclysmique, tel que la destruction d'une lune ou d'une comète, désagrégée par les forces gravitationnelles agissant à l'intérieur de la limite de Roche. Ils seraient à ce titre relativement jeunes. Dans le second, les anneaux seraient les reliques de la formation de la planète géante et remonteraient donc à 4,5 milliards d'années. Les dernières orbites de Cassini fin 2017, qui se sont déroulées entre les anneaux et la couche supérieure de l'atmosphère de Saturne, ont permis de trancher. En manœuvrant à très faible distance des anneaux, Cassini a pu effectuer des mesures gravitationnelles en observant l'influence des anneaux sur sa trajectoire et ainsi déterminer la masse de matière accumulée. Les anneaux sont constitués d'environ 15 10 puissance 15 tonnes de matériaux, soit 20 fois moins que les estimations jusqu'à ce jour. Pour vous donner un ordre de grandeur, notre Lune pèse 7 10 puissance 19 tonnes. Avec d'autres informations plus spécifiques, Cassini a pu affirmer que les anneaux se sont formés il y a 10 à 100 millions d'années et qu'ils auront probablement complètement disparu d'ici 100 millions d'années.
À l'origine, les anneaux devaient être beaucoup plus importants et beaucoup plus brillants. Les mesures effectuées ne permettent pas de déterminer précisément l'événement cataclysmique à l'origine des anneaux, mais des traces en sont peut-être conservées dans les couches géologiques des lunes de Saturne. Les caractéristiques de la magnétosphère de Saturne sont mal connues avant l'arrivée de Cassini. La mission a permis de découvrir que, contrairement aux autres planètes du système solaire dotées d'un champ magnétique, celui de Saturne a un axe qui coïncide exactement avec l'axe de rotation. Cassini a déterminé que le champ magnétique de la planète subit une importante fluctuation qui se répète avec une périodicité de 10h47. Les instruments scientifiques de la sonde ont permis de découvrir que la matière présente dans la magnétosphère avait pour origine principale des geysers situés au pôle sud de la lune d'Encelade. La composition de ces matériaux est dominée par les ions et molécules produites par la combinaison des composants de l'eau éjectée par les geysers. Contrairement aux hypothèses des scientifiques, on ne trouve pas de quantité notable de l'azote qui devrait s'échapper de l'atmosphère de Titan. La fin de Cassini impliquait une série de passes rapprochées de Saturne s'approchant à l'intérieur des anneaux, puis une rentrée dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre 2017 pour détruire le vaisseau spatial. Après 22 autres orbites, la mission s'est terminée par une plongée dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre. Le signal a été perdu seulement 30 secondes plus tard que prévu. On estime que le vaisseau spatial a brûlé environ 45 secondes après la dernière transmission. Autour de la lointaine géante gazeuse Saturne se trouve un système d'anneaux et de lunes d'une beauté inégalée. Tout compte fait, le système de Saturne est juste derrière Jupiter en termes de nombre de satellites avec 82 lunes confirmées. Parmi celles-ci, les plus grosses lunes sont divisées en deux groupes. Les grandes lunes intérieures, celles qui orbitent près de Saturne dans son anneau E ténu, et les grandes lunes extérieures, celles au-delà de l'anneau E. Elles sont, par ordre de distance de Saturne, Mimas, Encelade, Thétis, Dione, Rhea, Titan et Japet. Mimas, avec un diamètre de 396 km et une masse de 0,4 10 puissance 20 kg, Mimas est la plus petite et la moins massive de ces lunes. Elle est de forme ovoïde et orbite autour de Saturne à une distance d'environ 185 000 km avec une période orbitale de 0,9 jours. La faible densité de Mimas, qui est juste légèrement supérieure à celle de l'eau, indique qu'elle est composée principalement de glace d'eau avec seulement une petite quantité de roche. Encelade. Encelade, quant à elle, a un diamètre de 504 km et une masse de 10 puissance 20 kg, et de forme sphérique. Elle orbite autour de Saturne à une distance d'environ 238 000 km et met 1,4 jours pour terminer une seule orbite. Bien que ce soit l'une des plus petites lunes sphériques, c'est la seule lune de Saturne qui est géologiquement active et l'un des plus petits corps connus du système solaire où c'est le cas. Cela se traduit par des caractéristiques telles que les fameuses rayures de tigre. Dès 2005, plusieurs observations successives font d'Encelade l'objet le plus intéressant du système de Saturne, avec Titan. La mesure du champ magnétique de Saturne, à proximité de la Lune, met en évidence que celle-ci est déformée par la présence d'une atmosphère. Des survols rapprochés montrent que des geysers, jaillissant en permanence dans la région du pôle sud, éjectent à une vitesse de 400 mètres par seconde un mélange de glace d'eau et de composés chimiques simples. La composition des panaches indique également que l'océan souterrain est salé et contient des molécules organiques et volatiles. Les photos de la surface du pôle sud, prises à très faible distance, ont montré une surface particulièrement jeune, jonchée de blocs de glace de la taille d'une maison, parcourue de fractures faisant penser à une activité tectonique et surmontée d'un nuage de vapeur d'eau. Certaines crevasses profondes, baptisées rayures de tigre, sont les points d'émergence des geysers. Des survols successifs ont confirmé que la surface du pôle sud d'Encelade subissait des mouvements tectoniques. Le moteur de cette activité pourrait être la force de marée produite par Saturne.
Cette force agit non seulement sur la couche de glace superficielle, mais également sur le noyau rocheux, comme en témoigne la présence de silice. Mais la présence de cet océan d'eau salée liquide, de molécules organiques et de substances volatiles indique également que l'intérieur d'Encelade connaît une activité hydrothermale. Cette source d'énergie, combinée à des molécules organiques, des nutriments et des conditions prébiotiques pour la vie, signifie qu'il est possible qu'Encelade abrite une vie extraterrestre. Thétis. Avec un diamètre de 1066 km, Thétis est la deuxième plus grande lune interne de Saturne. La majorité de sa surface est constituée d'un terrain fortement cratérisé. Avec une densité moyenne de 0,98 g par centimètre cube, Thétis serait composée presque entièrement de glace d'eau. On ne sait pas actuellement si Thétis se différencie en un noyau rocheux et un manteau de glace. Dione. Avec un diamètre et une masse de 1123 km et une masse de 11 10 puissance 20 kg, Dione est la quatrième plus grosse lune de Saturne. La majorité de la surface de Dione est un ancien terrain fortement cratérisé, avec des cratères mesurant jusqu'à 250 km de diamètre. Avec une distance orbitale d'environ 377 km de Saturne, la Lune met 2,7 jours pour effectuer une seule rotation. Dione est composé principalement de glace d'eau, avec un petit reste constitué probablement d'un noyau rocheux silicaté. Dione possède également une très fine atmosphère d'ion d'oxygène qui a été détectée pour la première fois par la sonde spatiale Cassini en 2010. Bien que la source de cette atmosphère soit actuellement inconnue, on pense qu'elle est le produit de la radiolyse où les particules chargées de la ceinture de rayonnement de Saturne interagissent avec la glace d'eau à la surface pour créer de l'hydrogène et de l'oxygène, similaire à ce qui se passe sur Europe. Rhea. Mesurant 1527 km de diamètre et 23 10 puissance 20 kg de masse, Rhea est la deuxième plus grande lune de Saturne. Avec un rayon orbital d'environ 527 km, elle est la cinquième plus éloignée des grandes lunes de Saturne et met 4,5 jours pour terminer une orbite. Comme les autres satellites, Rhea est une surface fortement cratérisée. On estime que Rhea est composée de 75% de glace d'eau et de 25% de roches silicatées. Cette faible densité signifie que bien que Rhea soit la 9e plus grosse lune du système solaire, elle est aussi la 10e plus massive. En ce qui concerne son intérieur, Rhea était à l'origine suspectée d'être différenciée entre un noyau rocheux et un manteau glacé. Mais des mesures plus récentes semblent indiquer que Rhea n'est que partiellement différenciée ou a un intérieur homogène, probablement composé à la fois de roches silicatées et de glace, similaire à la lune de Jupiter Callisto. Les modèles de l'intérieur de Rhea suggèrent également qu'il pourrait y avoir un océan d'eau liquide interne similaire à Encelade et Titan. Cet océan d'eau liquide, s'il existait, serait probablement situé à la frontière entre le noyau et le manteau et serait alimenté par le réchauffement causé par la désintégration des éléments radioactifs de son noyau. Titan. Titan est la plus grande des lunes de Saturne. En effet, avec 5150 km de diamètre et 1350 10 puissance 20 kg de masse, Titan est la plus grosse lune de Saturne et représente plus de 96% de la masse en orbite autour de Saturne. La composition de Titan est à moitié de glace d'eau et à moitié de matière rocheuse. C'est également la seule grande lune à avoir sa propre atmosphère qui est froide, dense et riche en azote. Une autre chose que Titan a en commun avec la Terre, contrairement à toutes les autres lunes et planètes du système solaire, est la pression atmosphérique. À la surface de Titan, la pression atmosphérique est estimée à 1,45 fois celle de la Terre. Après un voyage de près de 7 ans et 3,5 milliards de kilomètres parcourus dans le système solaire, sur le dos de Cassini, Huygens s'est posé sur Titan grâce à ses boucliers thermiques et au déploiement correct de ses deux parachutes le 14 janvier 2005, renvoyant sur Terre des informations et des images d'une qualité jusqu'alors inégalée. Le module scientifique de surface révèle qu'à cet endroit, sur une croûte dure et mince, le sol a la consistance du sable. Les paysages de Titan présentent des similitudes avec ceux de la Terre. Brouillard,
Traces de précipitations, érosion, systèmes fluviaux, lacs asséchés, paysages côtiers et chapelets d'îles, les processus physiques qui ont façonné Titan sont très proches de ceux qui ont modelé la Terre. En revanche, les matériaux sont plus exotiques, puisque l'eau y est remplacée par du méthane qui peut exister sous forme liquide ou gazeuse à la surface de Titan. Quand il pleut, ce sont des précipitations de méthane mêlées de traces d'hydrocarbures qui déposent sur le sol des substances provenant de l'atmosphère. D'après ces informations, Titan possède donc bien une atmosphère uniforme faite de différents gaz, méthane, azote, et au sol, une activité cryovolcanique et du méthane liquide en abondance sous forme de rivières et de lacs. Sur son sol, gelé à moins 180 degrés d'après des mesures sur place, se trouvent d'innombrables galets de glace, parfois aussi volumineux que des automobiles. On doit aussi à cette mission la découverte du lac Ontario, un lac d'éthane liquide qui est le premier endroit du système solaire hors de la Terre où du liquide a été détecté en surface. L'atterrissage lui-même soulève quelques questions. La sonde devait sortir de la brume à une altitude comprise entre 50 et 70 km. En fait, Huygens a commencé à émerger des nuages à 30 km seulement au-dessus de la surface. Cela pourrait signifier un changement dans le sens des vents à cette altitude. Les sons enregistrés lorsque la sonde s'est posée laissent penser qu'elle a atteint une surface plus ou moins boueuse. Avec une distance orbitale d'1 220 000 km, c'est la deuxième plus grande lune, la plus éloignée de Saturne, et effectue une seule orbite tous les 16 jours. Comme Europe et Ganymède, on pense que Titan possède un océan souterrain fait d'eau mélangée à de l'ammoniac qui peut éclater à la surface de la Lune et conduire au cryovolcanisme. La présence de cet océan ainsi que de l'environnement prébiotique sur Titan a conduit certains à suggérer que la vie pourrait y exister. Une telle vie pourrait prendre la forme de microbes et d'extrémophiles dans l'océan intérieur et pourrait prendre la forme encore plus extrême de formes de vie méthanogène. Comme cela a été suggéré, la vie pourrait exister dans les lacs de méthane liquide de Titan, tout comme les organismes sur Terre vivent dans l'eau. De tels organismes inhaleraient du dihydrogène H2 à la place de l'oxygène gazeux O2, le métaboliseraient avec de l'acétylène au lieu du glucose, puis expireraient du méthane au lieu du dioxyde de carbone. Japet. Avec un diamètre de 1470 km et une masse de 18 puissance 20 kg, Japet est la troisième plus grosse lune de Saturne. À une distance de plus de 3 millions de kilomètres de Saturne, c'est la plus éloignée des grandes lunes et met 79 jours pour accomplir une seule orbite. En raison de sa couleur et de sa composition inhabituelle, son hémisphère principal est sombre et noir, tandis que son hémisphère arrière est beaucoup plus brillant. Elle est souvent appelée le yin et le yang des lunes de Saturne. La sonde spatiale Cassini a permis de trouver une réponse à cette énigme vieille de plusieurs siècles. Ces instruments fonctionnant dans l'infrarouge découvrent que Phoebe est à l'origine d'un anneau formé par des débris arrachés à la Lune par des impacts de météorites. Très ténu, cet anneau n'est pas découvert par les astronomes effectuant leurs observations depuis la Terre. Japet, circulant dans la région de cet anneau, accumule sur la face avant, tournée dans la direction de son déplacement, les matériaux issus de Phoebe qui lui donnent sa couleur sombre. Bien qu'elle soit la troisième plus grande lune de Saturne, Japet orbite beaucoup plus loin de Saturne que Titan. Comme beaucoup de lunes de Saturne, en particulier Thétis, Mimas et Rhea, Japet a une faible densité, ce qui indique qu'elle est principalement composée de glace d'eau et d'environ 20% de roches. Mais contrairement à la plupart des grandes lunes de Saturne, sa forme générale n'est ni sphérique ni ellipsoïde, mais se compose de pôles aplatis et d'une taille bombée. Sa crête équatoriale large et inhabituellement haute contribue également à sa forme disproportionnée. Pour cette raison, Japet est la plus grande lune connue à ne pas avoir atteint l'équilibre hydrostatique. Phoebe. Phoebe est la plus éloignée des lunes de taille significative. Elle se trouve à 13 millions de kilomètres de Saturne. Elle circule sur une orbite rétrograde avec une inclinaison quasi polaire à 173 degrés. De forme sphérique irrégulière, elle a un diamètre d'environ 220 km et est très sombre. Les seules images antérieures à la mission Cassini sont prises par Voyager 2 en 1981.
Cassini survole une seule fois la Lune car elle est située à l'extérieur de l'orbite de la sonde spatiale. Le 11 juin 2004, Cassini passe à 2068 km de Phoébé et parvient à photographier pratiquement toute sa surface grâce à la vitesse de rotation de la Lune. Celle-ci présente une surface très sombre, couverte de cratères qui ont, pour certains, 80 km de diamètre avec des parois pouvant atteindre 16 km de haut. Phoébé est sans doute une protoplanète aux caractéristiques proches de Pluton qui se forme dans la ceinture de Kuiper au tout début de l'histoire du système solaire. Elle a subi un processus de différenciation planétaire au début de son existence. Après s'être refroidie, sa surface est martelée par les impacts, lui donnant sa forme irrégulière actuelle. Elle est par la suite capturée par la planète de Saturne. Hyperion. Cassini fournit les premières observations détaillées d'Hyperion, le plus grand des satellites irréguliers, non sphériques, du système solaire. Voyageur 2, qu'il a survolé en 1981 à grande distance, a toutefois permis de dresser un premier portrait de cette lune en forme de patate, couverte de cratères profonds et présentant un axe de rotation chaotique, résultant sans doute de la destruction d'un corps céleste d'une taille plus importante. Les photos spectaculaires prises par Cassini montrent un monde évoquant une éponge. Les cratères très profonds qui criblent sa surface pratiquement sans trace d'éjecta sont liés sans doute à la très grande porosité et à la faible distance de la Lune. Le bombardement des météorites n'a pas éjecté les matériaux, mais les a comprimés. Les parois des cratères sont brillantes, trahissant la présence de glace d'eau. Le fond des cratères est par contre sombre, rougeâtre, car la température est très basse, de moins 180 degrés, entraînant la sublimation des matériaux volatiles et l'accumulation de matériaux plus sombres. La faible albédo d'Hyperion serait due à la présence de dioxyde de carbone et d'autres hydrocarbures, dont du méthane échappé de Titan. La mission Cassini-Huygens permet de découvrir, fin 2012, une dizaine de nouvelles lunes de petite taille, c'est-à-dire de moins de 10 km de diamètre, qui se sont ajoutées à la cinquantaine de lunes connues ou découvertes ces dernières années à l'aide de télescopes basés sur Terre. Uranus. Uranus n'est pas la plus grande, ni la plus propice à abriter la vie, ni la plus médiatique des planètes du système solaire. Pourtant, la géante gazeuse glacée possède son lot de curiosités et beaucoup reste encore à découvrir sous sa nature. Uranus avec Neptune est la seule représentante des planètes géantes glacées de notre système solaire. Elle est située à environ 3 milliards de kilomètres de notre étoile, en 7e position par rapport au Soleil. L'atmosphère est principalement faite d'hydrogène à 83% et d'hélium à 15%. Elle entoure un manteau de composants volatiles, eau, ammoniac et méthane. En dépit de leur état entre liquide et solide, ces derniers sont appelés glaces, d'où la dénomination de géante glacée d'Uranus. Enfin, la planète possède en son centre un noyau de la taille de la Terre, formé de roches silicatées, de fer et de nickel. Les géantes glacées ont une masse bien inférieure à celle de Jupiter ou de Saturne, mais représentent tout de même l'équivalent de 10 à 50 masses terrestres. Uranus est, par exemple, presque 15 fois plus massif que la Terre, mais seulement 20% de cette masse correspond à de l'hydrogène, alors que dans le cas de Saturne ou de Jupiter, l'hydrogène représente 90%, une part importante de la masse d'Uranus est en fait stockée dans ces glaces. Voyageur 2, lancé par l'agence spatiale américaine avec sa jumelle Voyageur 1 pour étudier les planètes du système solaire externe, est à ce jour la seule sonde à avoir survolé Uranus. C'était en 1986, pendant un peu plus de 5h30. Voyageur 2 est passé à 80 000 km d'altitude, au plus près de la planète, et a mis en lumière un astre sans distinction particulière, en lumière visible, mais aux nombreuses spécificités. Voyageur 2 a notamment permis de recueillir des indices afin d'expliquer pourquoi la planète Uranus est couchée sur son orbite. En effet, contrairement aux autres planètes dont l'axe de rotation est perpendiculaire à leurs orbites autour du Soleil, celui d'Uranus est pratiquement inclus dans son plan de révolution autour de notre étoile. La planète roule donc sur son orbite et présente alternativement son pôle nord puis son pôle sud au Soleil.
une caractéristique unique dans le système solaire. D'après une étude, cette inclinaison s'expliquerait par un impact il y a 4 milliards d'années avec un objet céleste massif qui mesurerait 2 fois la taille de la Terre, une protoplanète. Cette collision pourrait également expliquer la très faible température de l'atmosphère d'Uranus. Les débris de l'objet ayant impacté la planète auraient ensuite formé une coquille dans la basse atmosphère, empêchant la chaleur du centre de se déplacer vers la haute atmosphère. D'autres théories font effet d'un basculement progressif de l'ensemble du système d'Uranus, dû à la présence d'un satellite environ 100 fois moins massif que la planète et aujourd'hui disparu. À ce jour, la question de l'inclinaison de l'axe de rotation reste en suspens. Voyager 2 a aussi découvert 10 lunes, toutes de diamètre inférieur à 150 km, en plus des 5 déjà connues à la fin des années 1970. La sonde a également mis en évidence la présence d'un champ magnétique d'intensité similaire à celui de la Terre. Enfin, la sonde a montré que les 9 anneaux d'Uranus, déjà découverts à l'époque, ne se sont pas formés en même temps que la planète, mais bien après. Comme dit avant, la planète n'a été visitée et étudiée à courte distance que par une seule sonde spatiale, Voyager 2, en 1986, qui est donc la source de la majorité des informations connues sur la planète. L'objectif principal de la mission Voyager étant l'étude des systèmes de Jupiter et Saturne, le survol d'Uranus n'est rendu possible que parce que ceux-ci se sont parfaitement déroulés auparavant. La sonde a étudié la structure et la composition chimique de l'atmosphère d'Uranus, y compris son climat unique, causé par son inclinaison axiale de 97 degrés. En examinant les 9 anneaux d'Uranus, elle en a découvert 2 autres et permet d'établir que leur apparition est relativement récente. Voyager 1 n'a pas pu visiter Uranus car l'enquête sur une lune de Saturne, Titan, était considérée comme une priorité. Cette trajectoire a ensuite fait sortir la sonde du plan de l'écliptique, mettant fin à sa mission de planétologie. Depuis Voyager 2, plusieurs missions en direction d'Uranus ont été pensées. Toutefois, pour des raisons budgétaires, aucune ne s'est encore concrétisée. Neptune. Tout comme Uranus, Neptune est une géante glacée. Planète la plus éloignée de notre étoile, elle est le siège des tempêtes les plus violentes du système solaire. Teinte bleu-azur d'origine inconnue, pluie de diamants, Neptune recèle d'incroyables richesses. Sa composition interne est similaire à celle d'Uranus. Neptune serait pourvu d'un noyau rocheux, de fer et de silicate, lui-même entouré d'eau, de méthane et d'hydrocarbures dans différents états, allant de solide à liquide. Une atmosphère d'hydrogène, d'hélium et de méthane entourerait le tout. L'atmosphère de Neptune se compose principalement d'hydrogène à 84%, d'hélium à 12% et de méthane à 1,5%, avec quelques traces d'ammoniac, d'éthane et d'acétylène. C'est le méthane qui absorbe la lumière dans les longueurs d'onde vers le rouge et fait apparaître Neptune en bleu. Mais le bleu si particulier de Neptune se rapproche de l'azur. Le méthane seul ne peut pas être responsable d'une telle teinte. Avec seulement du méthane, Neptune serait bleu-vert comme Uranus. D'autres éléments chimiques, encore inconnus, sont donc responsables de cette couleur caractéristique. Voyager 2 est la première et unique sonde spatiale à avoir visité Neptune et source de la majorité des connaissances actuelles de la planète. La trajectoire à travers le système neptunien est mise au point une fois le survol d'Uranus et de ses lunes accompli. Comme il doit s'agir du dernier passage de Voyager 2 près d'une planète, il n'existe pas de contrainte sur la manière de sortir du système planétaire et plusieurs choix sont possibles. L'équipe scientifique opte donc pour un passage à faible distance du pôle nord de Neptune, ce qui permettra d'utiliser l'assistance gravitationnelle de la planète pour faire plonger la sonde sous l'écliptique pour un survol rapproché de Triton, la principale lune de Neptune, quelles que soient les conséquences de la trajectoire, de façon similaire à ce qui a été fait pour Voyager 1 avec Saturne et sa lune Titan. Les premières observations sont effectuées à partir de mars 1989, soit 90 jours avant le passage au plus près de Neptune et près de 3 ans après le survol d'Uranus. Elles permettent de découvrir les anneaux de Neptune dont l'existence n'avait jusque-là jamais été prouvée. Ils sont composés de particules très fines qui ne permettent pas leurs observations depuis la Terre.
Un champ magnétique est détecté et mesuré, celui-ci étant décalé du centre géologique et incliné comme celui d'Uranus, mais d'intensité beaucoup plus faible. Au cours de la traversée du système neptunien, 6 nouvelles lunes, en comptant Larissa, sont découvertes. Compte tenu de l'éloignement de Voyageur 2, il est difficile d'envoyer à temps de nouvelles instructions pour l'observation de ces nouveaux corps célestes. Seul Protée, 400 km de diamètre, est découverte suffisamment tôt pour programmer des observations détaillées. En effet, les signaux de la sonde nécessitaient 246 minutes pour atteindre la Terre et la mission de Voyageur 2 reposait sur des commandes préchargées. Lors du survol de Neptune, Voyageur 2 passe à 4950 km du pôle nord de la planète. L'atmosphère de Neptune est analysée. Malgré le peu d'énergie solaire reçue du fait de son éloignement, seulement 3% de ce que reçoit Jupiter, une dynamique atmosphérique est observée avec des manifestations comme la grande tache sombre et des nuages. Des vents se déplaçant à plus de 2000 km/h sont mesurés. L'étude du champ magnétique permet de déterminer que la durée d'une rotation est de 16 heures. Le survol fournit également la première mesure précise de la masse de Neptune qui s'est avérée inférieure de 0,5% à celle calculée précédemment. Cette nouvelle valeur a alors permis de réfuter l'hypothèse selon laquelle une planète X non découverte agissait sur les orbites de Neptune et d'Uranus. Voyageur 2 passe à un peu moins de 40 000 km de Triton et peut recueillir des données très précises sur cette lune. La communauté scientifique estimait à l'époque que le diamètre de Triton était compris entre 3800 et 5000 km. La sonde permet de ramener ce chiffre à 2760 km. Très peu de cratères sont observés, ce qui est expliqué par le volcanisme, dont des manifestations sous forme de traces laissées par des geysers sont observées au pôle. Une atmosphère ténue, d'environ 1% de celle de la Terre, résultant sans doute de cette activité, est détectée par Voyageur 2. La température de la surface de Triton, de moins de 135 degrés, est la plus froide jamais détectée sur un corps céleste du système solaire. Contrairement à toutes les autres grandes lunes du système solaire, Triton tourne autour de Neptune dans le sens des aiguilles d'une montre vue de dessus. Triton n'a donc pas pu être formé en même temps que la planète à partir du même disque d'accrétion, mais a dû être capturé par Neptune. Triton proviendrait en réalité de la ceinture de Kuiper. Dans les profondeurs de Neptune, la pression peut atteindre les 600 gigapascales et la température les 7000 degrés. Dans de telles conditions, le carbone contenu dans les hydrocarbures de la planète pourrait alors se transformer en diamant. En 2017, des scientifiques ont d'ailleurs prouvé la faisabilité de cette réaction chimique. Les petits diamants formés dans la couche intermédiaire de Neptune tomberaient ensuite vers le noyau, donnant naissance à une pluie de nanodiamants. Le devenir de ces pierres précieuses neptuniennes est encore mal connu. Enveloppe solide de diamants autour du noyau ou mer d'hydrocarbures parsemée d'icebergs en diamant, à vous de choisir. Après avoir traversé le système planétaire de Neptune, Voyageur 2 quitte l'écliptique avec un angle de moins 30 degrés. La plateforme orientable portant une partie des instruments est désactivée, mais certains instruments restants continuent à recueillir des données sur l'environnement. Voyageur 2 franchit les limites du choc terminal du Soleil en août 2007 à 84 unités astronomiques du Soleil et quitte définitivement le système solaire magnétique délimité par l'héliopause en novembre 2018. La sonde se dirige vers les constellations du Sagittaire et du Paon. Dans environ 40 000 ans, Voyageur 2 doit passer à une distance de 1,7 années-lumière de l'étoile Rosse 248 située dans la constellation d'Andromède. La NASA a longtemps réfléchi à une mission d'étude simultanée d'Uranus et de Neptune, mais pour des raisons budgétaires, une seule des deux planètes à la fois devrait pouvoir être explorée. Des observations de Hubble en 2017 ont montré une activité insoupçonnée chez Uranus, d'où une première attirance pour cette géante glacée. Toutefois, l'intérêt scientifique pour la lune neptunienne Triton, siège d'un volcanisme actif, a pris le dessus. C'est donc vers Neptune que devrait s'élancer la prochaine mission d'envergure dédiée à l'étude d'une planète externe. La sonde devra survoler Jupiter pour bénéficier de son assistance gravitationnelle, ce qui ne peut se produire que tous les 12 ans dans un alignement des planètes bien spécifique. La prochaine fenêtre de tir est ainsi prévue pour 2028-2030, avec une arrivée autour de Neptune aux alentours de 2043.
Pluton. Pluton, 9e planète du système solaire jusqu'en 2006, la planète naine a toujours été un objectif difficile pour l'exploration spatiale. En cause, sa grande distance, la séparant de la Terre, est de presque 5 milliards de kilomètres, mais aussi de sa forte inclinaison, de son orbite de 17 degrés sur l'écliptique et sa très faible masse. Mais le 14 juillet 2015, arrivant plus près de Pluton, les cartes sont rebattues avec la sonde New Horizons. Pluton est un objet transneptunien qui présente la particularité de former avec sa lune Charon un système double. Les scientifiques s'attendaient à trouver un monde aux caractéristiques communes. Les premières observations vont bien au-delà des espérances attendues. Pluton, comme Charon, présente des surfaces jeunes, pratiquement dépourvues de cratères, avec des structures apparentes, à la fois originales et diversifiées. Pluton est une planète encore active sur le plan géologique, avec des montagnes de glace d'eau de plus de 3 km de haut. Les premières photos de Pluton, prises par la sonde spatiale, montrent une région très brillante au niveau d'un pôle et d'une bande sombre au niveau de l'équateur. Le diamètre de Pluton est mesuré avec une précision améliorée et évalué à 2370 km. Pluton est doté d'une calotte polaire, composée de glace, de méthane et d'azote. Les zones sombres ont une composition très différente des calottes polaires, avec une présence de méthane beaucoup plus faible. Pluton montre une planète avec des types de terrain très variés, présentant certaines caractéristiques apparentes de Japet, satellite de Saturne, et de Triton, satellite de Neptune. La surface est dépourvue de cratères d'impact, et donc sans doute jeune, c'est-à-dire moins de 100 millions d'années. Des montagnes s'élevant à plus de 3300 mètres dominent le paysage de la planète. Celles-ci ne peuvent pas être composées de glace de méthane, de monoxyde de carbone ou d'azote, car ces matériaux ne sont pas assez résistants pour former des sommets aussi élevés. Elles sont sans doute constituées de glace d'eau qui forment le manteau de la planète naine. Les reliefs de ce type n'ont jusqu'à présent été observés que sur les satellites glacés des planètes gazeuses et résultent des forces de marée générées par ces planètes géantes. Ici, un mécanisme différent est à l'œuvre. Les scientifiques excluent l'influence des forces de marée générées par Charon compte tenu de sa taille. Deux pistes sont évoquées. La désintégration des matières radioactives comme le thorium ou l'uranium présents dans les silicates qui jouent encore un rôle dans le cas de la Terre mais dont l'influence est considérée habituellement comme négligeable après 4 milliards d'années sur des mondes de la taille de Pluton. L'autre explication suppose l'existence d'un océan sous le manteau glacé qui, en perdant sa chaleur latente, serait à l'origine des mouvements de la surface. La présence d'une atmosphère sur Pluton est connue depuis 1988. Les instruments de New Horizons ont confirmé que le taux d'échappement atmosphérique de l'atmosphère de Pluton est particulièrement élevé. Le vent solaire est sans doute à l'origine du processus, entraînant les particules ionisées de l'atmosphère plutonienne non protégées faute de champ magnétique vers l'espace interstellaire. Les scientifiques estiment, d'après les données collectées par les instruments de New Horizons, que le taux d'échappement est 500 fois plus élevé que celui de la planète Mars. L'atmosphère étant reconstituée par la sublimation de matériaux de la surface de la planète naine, ce processus aurait entraîné, depuis la formation de Pluton, une réduction de son diamètre de 6 km. Du fait de l'orbite elliptique de Pluton, au fur et à mesure que celle-ci s'éloigne du Soleil, son atmosphère se refroidit, puis se condense et est précipitée sur le sol sous forme de glace, entraînant finalement sa disparition totale jusqu'à ce que la planète se rapproche de nouveau de notre astre. Une photo prise au moment de l'occultation du Soleil par Pluton a permis de mettre en évidence la présence de brume jusqu'à une altitude de 130 km. Charon, comme Pluton, montre une surface jeune, comportant peu de cratères, avec de nombreuses formations, semblant indiquer qu'elle est géologiquement active malgré sa petite taille. Un canyon de 6 à 10 km de profondeur et d'une grande longueur est visible près du pôle, ainsi qu'un autre canyon de 5 km de profondeur. Une série de falaises et de dépressions se succèdent du nord-est au sud-ouest sur plus de 1000 km qui a pu être créé par un processus interne. En dessous de ces formations, un terrain pratiquement sans relief et faiblement cratérisé semble indiquer qu'il y a eu un resurfasage récent. Une région sombre surnommée Mordor couvre le pôle et est entourée d'un terrain rougeâtre.
La couleur sombre pourrait être due à une couche de matériaux, car un terrain plus clair apparaît à l'emplacement des cratères visibles. Un gros plan d'une région de la Lune, située près du Terminateur, montre un terrain très lisse avec des cratères d'impact nettement dessinés et de longues fissures. Ces fissures ressemblent aux crevasses lunaires qui ont pour origine le refroidissement puis la contraction de lave très fluide qui s'était répandue à sa surface. Une montagne isolée et située dans une dépression très creuse intrigue les planétologues, car sa formation reste inexpliquée et ce type de formation n'a jamais été observé dans le système solaire. Aucune atmosphère n'a été détectée par la sonde. Pluton possède 5 satellites, mais seulement 2 ont été photographiés. Une première image d'hydre comportant quelques pixels a pu être prise. De forme allongée, sa surface est constituée principalement de glace d'eau. Une image également fortement pixelisée de Nix est reconstituée quelques jours après le survol. Elle permet de confirmer la longueur de 40 km et la forme allongée de ce petit satellite. Le survol de Pluton permet d'affiner les principales caractéristiques des petites lunes de la planète naine. L'un des éléments les plus surprenants découverts par la sonde spatiale est que, contrairement à la plupart des satellites des planètes du système solaire, les petites lunes de Pluton ne sont pas en rotation synchrone par rapport à la planète, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas toujours la même face à la planète naine. En particulier Hydre, le satellite le plus à l'extérieur, qui parcourt l'orbite autour de Pluton en 38 jours alors qu'il tourne sur lui-même en 10 heures. Malgré ces caractéristiques, les scientifiques estiment, compte tenu de leurs apparences proches de celles de Charon et de Pluton, que les petites lunes se sont formées à l'intérieur du système plutonien, sans doute à la suite de fusion de petits corps, résultant eux-mêmes de la fragmentation d'anciennes lunes de Pluton. Après le survol de Pluton, New Horizons traverse la ceinture de Kuiper, qui s'étend de 30 à 55 unités astronomiques du Soleil et dont l'étude constitue le deuxième objectif de la mission, laissant derrière elle encore beaucoup de mystères sur la planète naine. La lointaine ceinture de Kuiper est une ceinture d'astéroïdes glacés tournant autour du système solaire. La plupart des planètes naines du système solaire se situent dans cette ceinture. On trouve par exemple Pluton et sa lune principale Charon. La ceinture commence à 30 unités astronomiques du Soleil et semble se terminer à 55 unités astronomiques. Au-delà, on trouve une région moins peuplée. On y trouve toujours des planètes naines comme Eris et Sedna et des objets plus petits. Seuls 2 objets de la ceinture de Kuiper ont été explorés actuellement grâce à la sonde New Horizons. La sonde a pu prendre quelques photos d'objets relativement proches, par exemple en novembre 2015 et en avril 2016 de Haroun, un quasi-satellite de Pluton, ce qui a permis d'avoir quelques précisions physiques comme sa période de rotation. Il était alors à 111 millions de kilomètres de la sonde. À la date de lancement de la mission, en 2006, aucun objet transneptunien à portée de New Horizons n'était connu dans la ceinture de Kuiper, compte tenu du peu d'ergols dont la sonde spatiale disposera après la traversée de Pluton. Mais les responsables de la mission tablent sur les découvertes au cours de la décennie qui doit s'écouler entre le lancement et la correction de trajectoire qui devra être effectuée pour diriger la sonde spatiale vers sa deuxième cible, c'est-à-dire la ceinture de Kuiper. Mais au bout de 8 ans de recherche entreprises par les astronomes, aucune cible potentielle n'a été découverte par la communauté des astronomes dans la ceinture de Kuiper. La date limite pour une découverte exploitable se situe au cours de l'été 2014. En effet, pour organiser un rendez-vous, il faut connaître l'orbite de l'objet survolé, ce qui suppose d'effectuer 2 observations à 1 an d'intervalle. La première observation doit donc avoir lieu au plus tard, au cours de l'été 2014, pour permettre de diriger la sonde vers son deuxième objectif après le survol de Pluton en juillet 2015. La découverte d'un objet transneptunien à portée de la sonde spatiale n'est pas facile, car les objets de la ceinture de Kuiper ne sont pas très nombreux, environ 1000 découvertes dans un volume d'espace énorme et sont très difficiles à détecter du fait de leur petite taille et de leur éloignement de quelques dizaines d'unités astronomiques entre eux. Pourtant, des moyens importants ont été utilisés pour découvrir un objectif entre 2011 et 2013. Une campagne intense d'observation est menée en utilisant les télescopes terrestres les plus puissants. 52 objets nouveaux appartenant à la ceinture de Kuiper sont découverts,
mais aucun n'est à la portée de New Horizon. Le plus proche nécessite d'effectuer une manœuvre nécessitant une quantité d'ergols supérieure à la quantité encore disponible dans la sonde. Finalement, en octobre 2014, l'équipe de New Horizon annonce avoir découvert au moins un objet que la sonde spatiale est certaine de pouvoir survoler compte tenu des réserves de carburant dont elle dispose. Deux autres cibles potentielles d'un diamètre proche et situées à une distance pratiquement équivalente continuent d'être étudiées. Le recueil des données scientifiques sur l'objet de Kuiper se déroule de la même manière que pour le système plutonien, mais le déroulement du survol est beaucoup plus difficile. En effet, l'orbite est connue avec une précision limitée, ce qui impose des corrections de trajectoire tardives. L'objet de Kuiper est repéré pour la première fois sur des images prises par la caméra de la sonde spatiale le 16 août 2018, alors que New Horizon se situe à 172 millions de kilomètres de son objectif. New Horizon survole Arrakot le 1er janvier 2019 à une distance de 3500 km et à une vitesse de 14 km par seconde. Au moment du survol, la Terre se trouvait à 6,6 milliards de kilomètres. Après 4 heures, les premières données du survol nous arrivent, environ 6 gigaoctets ont été enregistrés durant ce bref passage. Compte tenu du débit réduit à 1 kilobit par seconde et de la quantité d'énergie disponible limitée, la transmission de ces données devrait prendre 20 mois et durer jusqu'à septembre 2020. D'après une première photo à faible résolution reçue le lendemain matin du survol, Arrakot est constitué de 2 corps pratiquement sphériques et de taille inégale soudés l'un à l'autre et ayant la forme d'un bonhomme de neige. Il s'agit d'un exemple particulièrement bien préservé de corps binaires à contact. L'impact a dû s'effectuer à faible vitesse de quelques km/h. Ces binaires sont très fréquents parmi les comètes qui partagent la même origine qu'Arrakot. L'ensemble est haut de 33 km pour une largeur maximale de 15 km. Les deux éléments ont provisoirement été surnommés Ultima pour la plus grosse et Thule pour la plus petite. La période de rotation mesurée peu avant le survol est d'environ 15 heures. La surface semble dépourvue de cratères de taille importante. La surface d'une couleur rougeâtre est similaire à celle de la calotte du pôle Nord de Charon, qui est sans doute due à la présence de matériaux organiques de type tauline. Les caractéristiques visibles semblent indiquer que cet objet de la ceinture de Kuiper a été créé au tout début de la formation du système solaire et qu'il a conservé ses caractéristiques originelles. La mission de New Horizon pourrait se poursuivre jusqu'en 2025, date à laquelle la sonde spatiale aura atteint la distance de 50 à 60 unités astronomiques où se situe la limite externe de la ceinture de Kuiper, au-delà de laquelle on ne trouve plus que des objets épars dont la densité rend un survol peu probable. L'équipe projet de la mission espère trouver un troisième objectif pour la sonde spatiale dans la ceinture de Kuiper. Cette découverte pourrait être difficile compte tenu des moyens particulièrement importants qu'il a fallu mobiliser pour trouver Arrakot. Toutefois, la sonde pourrait elle-même détecter l'objet qu'elle pourrait visiter. Elle devrait faire l'analyse des photos qu'elle prendra et pourrait détecter un objet ayant une luminosité trop faible pour être vu depuis les télescopes terrestres. Ce nouvel objectif doit être découvert dans les quelques années qui viennent avant que la sonde spatiale ne quitte la région dense de la ceinture de Kuiper. En janvier 2018, les équipes de New Horizon et de Voyager se sont rencontrées afin de dresser les bases d'une éventuelle collaboration pour l'observation de l'héliosphère. Les instruments et la position des 3 vaisseaux, Voyager 1 et 2, ainsi que New Horizon, pouvant se compléter au moins jusqu'en 2025 et peut-être même jusqu'en 2027, date à laquelle la quantité d'énergie restante dans les sondes Voyager ne sera plus suffisante pour les maintenir en opération. D'ici 2032, alors que New Horizon sera situé à environ 82 unités astronomiques, la puissance restante dans le vaisseau sera de 150 watts, soit le minimum requis pour la maintenir opérationnelle. S'il est probablement possible de repousser ses limites théoriques, la sonde ne sera définitivement plus opérationnelle lorsqu'elle atteindra la distance de 120 unités astronomiques. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la ceinture de Kuiper ? Déjà, il faut savoir que plus un objet est éloigné du Soleil, plus il est difficile à détecter car il est moins éclairé et difficile à observer en raison de sa distance. À environ 55 unités astronomiques du Soleil, on remarque cependant que le nombre d'objets diminue brutalement.
On appelle cette zone la falaise de Kuiper. Cette zone marquerait ainsi la limite extérieure de la ceinture. Cependant, au-delà, l'espace n'est pas vide. D'autres objets existent dans cette région lointaine que l'on appelle le disque épars, y compris des planètes naines dont Eris qui fait environ la même taille que Pluton, et Sedna. Eris se situe actuellement à environ 95 unités astronomiques du Soleil, mais son orbite la ramènera dans la ceinture de Kuiper dans quelques centaines d'années avant de repartir à nouveau. Sedna, elle, fait partie d'une autre catégorie d'objets, les objets détachés. Actuellement située à 85 unités astronomiques du Soleil, Sedna passera à 76 unités astronomiques vers 2080, puis partira jusqu'à une distance de 950 unités astronomiques du Soleil, soit 10 fois plus loin qu'Eris. On connaît des objets plus petits qui vont encore plus loin, jusqu'à 3000 unités astronomiques. Au-delà, aux alentours de 20 000 unités astronomiques, se trouve le nuage d'Oort, constitué de milliards de comètes. On ne l'a jamais observé car il est trop loin, mais son existence est quasi certaine car certaines comètes viennent de distances très éloignées. On ne sait pas où il s'arrête, mais le nuage d'Oort pourrait aller jusqu'à 100 000 unités astronomiques, soit plus d'une année-lumière, ce qui donne une idée de la grandeur de l'univers.